Alors de retour ici au Cube, je rappelle que vous avez le FCE 2020 et que je reçois également les tweets ici. Donc tout va bien. On me dit déjà dans mon oreillette, oreillette numérique, on me dit qu'il y a un des intervenants qui est présent mais dont on ne verra pas l'image. Ce n'est pas grave. Il s'agit de Gilles Babinet que je présenterai juste après. Nous allons parler de la question de la gouvernance mondiale de l'Internet qui se pose, la question de la confidentialité des échanges également, la sécurité des données, la sécurité de nos vies privées également. Et pour ce faire, je laisserai le micro à Véronique Angèle-Fribert, que vous connaissez, présidente fondatrice du Forum Changer d'air et directrice des dialogues stratégiques du lien et du sens. Son dernier livre, Au bout des doigts, le monde entier, Empêcher que le monde se défasse, aux éditions Changer d'air, publié en 2016. Vous allez avoir la couverture. Les couvertures des livres se présentent en général assez souvent sur vos écrans. Et puis vous avez un bouton sur forumchangerdair.fr, un bouton pour commander tous ces ouvrages dans des librairies indépendantes. Je présente vos invités, Véronique. Donc Gilles Babinet qui est en ligne mais dont nous ne voyons pas l'image mais nous l'entendrons, serial entrepreneur, digital champion de la France auprès de la Commission européenne, vice-président du Conseil national numérique. Son dernier livre Refondre les politiques publiques avec le numérique aux éditions Duno. Caroline Fayet, ici présente en plateau. Bonjour Caroline. Vous êtes fondatrice et CEO d'Opinion Act, que nous connaissions il y a peu encore sous le nom de Cabinet Boléro. Vous êtes coprésidente du club ADTEM, des directeurs marketing, et votre dernier livre, Décoder l'info, aux éditions Bréal, est sorti en 2018, et nous pouvons évidemment nous le procurer sur le lien que je vous indiquais avant. Françoise Fogelman-Soulier, qui est en duplex, qui est mathématicienne, informaticienne, spécialiste en data mining et big data, membre fondateur et conseiller scientifique de France Hub, membre du AI High Level Expert Group de la Commission européenne, professeur directeur du laboratoire d'IA pendant 3 ans à l'université chinoise de Tianjin, fondatrice de la start-up Mimetics. Un livre que je peux citer de Françoise Fogelman-Soulier, Les théories de la complexité autour de l'œuvre d'Henri Atlan, avec Véronique Avlange, chez Actes Sud. Vous retrouvez également le livre. Et puis Joël de Roné est parmi nous également, en image ou en son, mais en tout cas, il sera parmi nous. Docteur et sciences, écrivain scientifique, conseiller de la présidence d'Universcience, président exécutif de Biotics International, partenaire du Forum Changer d'air. Son dernier livre, La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, est un best-seller qu'il faut avoir dans toute bonne bibliothèque, aux éditions des Liens qui libèrent. Et puis Le petit éloge du surf, je le rappelle, est à mettre entre toutes les mains aux éditions Bourrin. C'est un livre vraiment très chouette à avoir. Véronique, je vous laisse le micro. Merci Éloi, bonjour, on se retrouve. Alors Joël, si tu es en ligne avec nous, prêt avec du son et tout, je pense que ça peut être sympathique d'entendre ce que tu voulais dire tout à l'heure. On va commencer sur rupture et renaissance. Je crois que tu voulais faire un commentaire évidemment et on a dû remettre tout à l'heure, on t'avait perdu. Donc on t'écoute. Joël, tu m'entends? Ah, on n'a pas le son. Il faut que tu mettes... Oui, on t'entend, mais on n'a pas le son, Joël. Est-ce que tu peux régler ton son? Il faudrait juste rallumer le micro. Rallumer ton micro. Tu avais dû le couper tout à l'heure parce qu'on t'entendait discuter en fond sur ton téléphone mobile. Si tu veux rallumer ton micro, alors écoute, dès que tu es prêt, tu apparais à l'écran, tu parles, et je reviens vers toi. Dès qu'on a le son, oui, on ne t'entend pas. On ne vous entend pas, Joël, on va peut-être démarrer autrement, oui. Et puis on reviendra vers vous, Joël, pas de problème. Dès que tu peux, reparle, et puis on va finir par t'entendre, j'espère, si tu peux régler ce problème. Alors, nous, on parle de souveraineté numérique. Bon. Ah, toujours des problèmes de son. Ça y est, super. Bon, on dit toujours c'est les aléas du direct, mais là, c'est vrai que la visio, c'est pas toujours une science exacte. Bon, là oui, bon. Joël, vas-y, allez, on est bon. Alors, j'y vais sur quoi? Tu voulais parler, tu nous entends, tu voulais parler de rupture et renaissance. Tout à l'heure, on a dû te couper puisqu'on ne t'entendait pas. Bon, ben voilà, de rupture et renaissance, c'est un super sujet. Je pense évidemment à Schumpeter avec la croissance créatrice, la rupture créatrice en économie, mais c'est applicable à beaucoup de sujets. Je pense, je l'ai dit, que pour renaître, il faut se détruire, il faut se désynchroniser, se désorganiser. Il faut créer la discontinuité.
parce que c'est dans la discontinuité qu'on peut créer le rebond, et dans le réseau avec les autres, dans l'interaction dynamique, que se crée le tout nouveau. Le tout nouveau se crée pas par quelques mots, mais dans l'interaction dynamique entre les participants. Et ça nécessite aussi une discontinuité et une rupture. C'est cette rupture qui est créatrice du nouveau. Et je reprends cette phrase de Camus, créer, c'est vivre deux fois, c'est-à-dire en fait, il faut détruire pour reconstruire. Et ce que disait Schumpeter, je l'ai dit tout à l'heure en économie, la destruction créatrice, les deux mots sont très importants, c'est rupture et renaissance, casser pour reconstruire. Sinon, on reste dans le politiquement correct, dans les idées reçues, dans le qu'en dira-t-on. Le politiquement correct, c'est terrible aujourd'hui. Il nous force à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, mais qu'on est obligé de dire parce que le contexte nous force à le dire, nous pousse à le dire. Donc la rupture vis-à-vis du politiquement correct est essentielle aujourd'hui dans tous les domaines. Le politiquement correct en politique, bien sûr, mais le politiquement correct dans l'industrie, le politiquement correct dans les idées philosophiques du monde. Pour recréer l'avenir, il faut la discontinuité. Vive la discontinuité, vive la rupture. C'est comme en surf. Fait à ce que disait François Tadei tout à l'heure à propos de la démocratie. Il fallait penser évidemment un autre système puisque c'est plus du tout adapté nos vieux systèmes. Alors on fait un petit saut de puce vers la souveraineté numérique. Donc je suis ravie d'accueillir, alors je rappelle juste Gilles Babinet, Caroline Fayet, Françoise Fogelman-Soulier et Joël qui reviendra en conclusion. On t'appelle Joël en fin d'échange, donc reste connecté, hein, surtout. Et coupe ton mobile. Bon, j'exagère, hein, je suis obligée de faire un peu ma maîtresse d'école, là, tout d'un coup. Bon, alors, on parle de souveraineté numérique et la question de la gouvernance mondiale de l'Internet se pose, hein, évidemment. Donc, la question de la confidentialité des échanges, de la sécurité des données, de nos vies privées également. Et la souveraineté numérique, ça ne se limite pas au secteur des nouvelles technologies, au-delà des risques de vassalisation technologique de l'Europe par les géants du numérique et par l'Amérique, de l'Europe, pardon, je suis un peu troublée là, par les géants du numérique américains et chinois, comment on va se prémunir des risques d'ingérence, de manipulation? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec nos invités. Alors déjà, comment on peut rééquilibrer le rapport de force entre les États, comme les USA ou la Chine, qui sont eux-mêmes concurrents des géants du numérique, en fait, hein, les fameux GAFAMA, Natu, BATX, enfin Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, ou les équivalents chinois BATX, donc Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ou encore Huawei ou ByteDance aujourd'hui. Comment on fait pour équilibrer un minimum les relations avec ces gens-là et ces États entreprises et les États et puissances étrangères? Alors j'aimerais entendre peut-être Gilles Babinet, on ne voit pas l'écran, mais je pense qu'il est prêt à parler. Donc Bien. si Gilles, tu es là, je t'écoute. Bonjour, bravo pour cette initiative dans ce contexte évidemment compliqué. Alors, le sujet de la gouvernance de l'Internet, qui est un mot un peu ombrelle, est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Il y a eu un certain nombre d'événements récents que je pense on a pour la plupart à l'esprit, qui vont de la confrontation avec Huawei, la dénonciation de ce qu'on appelle Privacy Shield, qui est un accord qui régit les échanges de données entre la France, entre l'Europe et les États-Unis, et d'autres grands événements qui montrent que finalement les enjeux de géostratégie ont largement évolué d'un monde physique vers un monde numérique, et on voit très bien que finalement l'importance accordée par les deux empires à l'égard de ces technologies laisse présager finalement une forme d'expression de la puissance des États au travers de la technologie. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, sur lequel la doctrine européenne n'est pas encore formée. On a évidemment un commissaire européen au numérique, Thierry Breton, qui s'exprime beaucoup à cet égard, et qui d'ailleurs pose souvent les bases de ce qui devrait être le débat entre les pays membres pour construire cette doctrine européenne. Malheureusement, je pense qu'on est encore assez loin de parvenir à une forme d'union sur ces sujets, mais néanmoins, ça montre bien que, à mon sens,
les États qui réussiront, ou les nations, ou les ensembles géographiques qui réussiront demain seront clairement ceux qui seront capables d'avoir sur beaucoup de leviers une géostratégie numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire agir sur beaucoup de leviers? En fait, je pense qu'il y a grosso modo 3 à 4 grands sujets sur lesquels il faut être capable d'agir. Le premier d'entre eux, c'est le sujet de l'innovation. C'est-à-dire être capable de mettre en place des dispositifs qui vont favoriser l'innovation. C'est extrêmement divers. Ça va de faire en sorte qu'on puisse apprendre à coder quand on est encore à l'école primaire, à comment est-ce qu'on libère le capital risque grâce à un certain nombre d'encouragements, notamment fiscaux, en passant par les centres de recherche, comment est-ce qu'on les invite à mieux travailler avec les startups, comment on modernise aussi son écosystème d'entreprises traditionnelles. Voilà, il y a beaucoup de facteurs et qui en soi relèvent en tant que tel d'un grand challenge. Le deuxième sujet qui, je crois, ne peut pas être évité, c'est celui d'un outil militaire qui prend en compte ces enjeux technologiques. Les Américains le font depuis maintenant une 60aine d'années. Les Chinois ont mis en œuvre un rattrapage extrêmement fort. Et la grande difficulté, c'est qu'évidemment, il y a des choses qu'on conçoit assez facilement, comme la cyberdéfense, la cyberoffense, mais il y a une extension dans des mondes très inattendus, qui sont les mondes des médias, par exemple, où on est capable d'intoxiquer, entre guillemets, l'ennemi ou des pays qui sont pas forcément dans son réseau d'alliance avec des fake news ou avec des médias qui sont partie prenante et synchronisés avec l'ensemble des outils de soft power d'une nation. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est également extrêmement fort. Puis un troisième sujet qui est très important et qu'on voit également poindre depuis quelques années, c'est la capacité à avoir une puissance normative, c'est-à-dire à faire en sorte que en matière de cloud, en matière de 5 ou de 6G, en matière de cybersécurité, on impose ces références et on fasse en sorte que finalement ça permette de dérouler le tapis rouge à la fois à son environnement économique et en même temps à ses systèmes de renseignement. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre. C'est le débat qu'on a actuellement sur Huawei. C'est un débat qui est souvent mal perçu. On imagine que Huawei a mis en place des backdoors en concertation avec l'État chinois. Faut pas se leurrer, ces backdoors n'existent pas. Et je crois que c'est pas les du tout faire le jeu des Chinois. Excuse-moi, tu peux préciser un petit peu parce que le public ne connaît pas forcément. Des dispositifs qui permettent d'accéder avec des codes à des équipements de télécommunications Huawei. Donc, ça serait le design fourni par l'État chinois à Huawei en leur disant vous allez incorporer ça dans vos systèmes, de sorte à qu'ils puissent monitorer des réseaux étrangers amis ou ennemis, surtout ennemis d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une backdoor. Et en fait, ce que l'on commence à comprendre, c'est qu'en fait, ces backdoors n'existent pas, mais que ce qui est évident, c'est qu'il est probable que les Chinois et le dispositif militaire chinois a accès à ce qu'on appelle les blueprints, c'est-à-dire les plans de ces dispositifs. Et quand vous avez accès aux plans, quand vous avez accès aux chercheurs qui ont conçu ces dispositifs, vous êtes capable de détecter beaucoup plus facilement des failles structurantes qui vont vous permettre d'espionner beaucoup plus efficacement que si vous n'aviez pas ces plans les gens qui utilisent ces dispositifs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et je finirai ce propos liminaire en disant que finalement la force de ces nations, les États-Unis et la Chine, c'est une capacité de synchronisation transversale. C'est-à-dire que entre les cours qui sont dispensés à l'école primaire et ce qui va se passer sur des médias qui seront diffusés dans la sous-région chinoise, vous avez une synchronisation et qui passe aussi par la dynamique d'innovation qu'on trouve dans le monde des startups chinoises. Tout est synchronisé
Et pour des États traditionnels comme le nôtre, qui se sont construits dans une structure du silo, d'autonomisation des différentes directions et des différents ministères, c'est quelque chose qui est particulièrement incompréhensible, est extrêmement difficile à mettre en œuvre, ce qui expliquerait partiellement d'ailleurs notre difficulté à rattraper notre retard. En somme, c'est plus facile quand on est une dictature habituée à tout contrôler et à contrôler l'information, de s'adapter à ce monde numérique finalement, puisqu'on peut aussi parler de ce capitalisme de surveillance mondialisé qui est en train de se mettre en place et qui menace aussi nos démocraties. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de, peut-être comme vous êtes en ligne, Françoise, on va vous donner la parole en priorité. Est-ce que vous pouvez réagir aux propos de Gilles et puis réagir sur le thème? Je pense que dans ce que Gilles dit, essentiellement, le sujet, c'est vraiment le fait que l'Europe doit devenir acteur. Jusqu'ici, l'Europe n'a pas vraiment pris en main complètement le problème. Je pense qu'on commence à y être. Et il y a effectivement énormément d'actions à voir. Alors, on parlait tout à l'heure de la Chine. J'y ai passé 3 ans. Donc j'ai vu de très près ce que c'est qu'une dictature. Ce qu'on ne comprend pas, nous autres, société européenne, c'est que la démocratie a un prix, ça a un coût, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en effet, une dictature, c'est très, très pratique pour aligner tout le monde. C'est-à-dire, j'étais en Chine quand le gouvernement a dit notre avenir, c'est l'IA. 15 jours après, tout le monde voulait faire de l'IA. C'est d'une rapidité absolument extraordinaire. Alors, ça veut dire qu'on doit être conscient de la difficulté que la démocratie nous crée, bien sûr, mais on doit aussi être conscient que c'est une valeur qu'on doit défendre. Être dans un pays où tout ce que vous faites est complètement surveillé, c'est juste intolérable, insupportable. Alors, moi, j'ai envie de dire, pour dépasser un peu ce que disait Gilles, c'est que je pense que la réponse à la situation actuelle, la souveraineté, ça ne peut pas être une réponse française, franco-française. Ça doit être, à minima, une réponse européenne, mais même en fait, probablement une réponse plus large que ça. Donc, je fais partie de quelque chose qui s'appelle le PMIA, le Partenariat mondial sur l'IA, donc qui se consacre à l'IA et pas seulement, plus particulièrement dans le digital à l'IA. Et là, il s'agit vraiment d'aligner, pour reprendre les termes de Gilles, d'aligner en fait l'ensemble des pays qui, disons, ont une vision alignée à peu près avec les déclarations de l'OECD. Donc, c'est le but de cet organisme, c'est d'encourager et de guider le développement responsable d'une IA fondée sur les droits de l'homme. Et je pense que le sujet, quelque part, il est là. Alors, on peut dire que c'est de la novlangue, on peut dire que c'est de la déclaration, c'est souvent un petit peu l'impression que ça donne. Mais en fait, je pense que les questions qui sont adressées, alors il y a 4 groupes de travail, plus un sur le Covid, un sur l'IA responsable, donc ce qu'on appelle l'éthique, un sur la gouvernance des données, tous les termes que vous avez cités jusqu'ici, un sur l'avenir du travail, dont on a parlé dans la séance précédente, et un sur l'innovation et la commercialisation, dont je suis le co-chair. Et là, je crois qu'avec tous ces thèmes-là, moi, ce que je trouve passionnant comme co-chair de ce groupe, c'est que en fait, j'anime des réunions dans lesquelles on a la vision de tous les pays du monde. Tous les pays du monde, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, parce que les modèles sont manifestement très différents. C'est un espèce de G7, si vous voulez, on adhère ou pas. Et ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on voit immédiatement sur ces sujets-là l'importance de la géographie, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le fait que la vision d'un Indien, la vision d'un Japonais, la vision d'un Coréen, ça ne va pas être du tout la même que la vision d'un Américain qui est dans un pays où il y a de l'investissement pour l'innovation, il y a des grandes entreprises, et pour eux, par exemple, le monopole ou des talents, ce n'est pas un sujet, alors que pour
tous les autres pays du monde, c'est un vrai sujet très important. Donc je crois qu'il faut comprendre que dans ce monde, on a effectivement différents modèles. C'est pour ça que je reboucle sur mon propos initial sur la démocratie. On a différents modèles. Le modèle de la démocratie, c'est un modèle qui est partagé par un certain nombre de nos partenaires. Donc les gens qui sont dans ce PMIA sont complètement adhérents forcément à ces principes-là. Et ces principes-là sont fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que quand on va parler d'innovation ou de commercialisation, il y a une première question qui est la question des nouveaux business models. Là, je parle complètement entreprise. Les nouveaux business models, ça va vouloir dire que tout d'un coup, on peut imaginer que les entreprises développent des nouveaux modèles et on voit arriver, par exemple, ce qu'on appelle quelquefois des entreprises collectives ou des écosystèmes entrepreneuriaux dans lesquels plusieurs entreprises se regroupent pour partager leurs données, leurs talents, leurs problèmes, comme vous voudrez, ça dépend des cas, pour fabriquer un produit qu'elles vont mettre sur le marché ou que l'une d'elles va mettre sur le marché pour ensuite redistribuer la valeur créée. Donc, ces nouveaux modèles s'en est un. Ces nouveaux modèles-là, je pense qu'on parlait tout à l'heure de renaissance. L'IA a créé une rupture assez forte. En effet, c'est la vague par-dessus le digital, on va dire. Mais cette vague-là, elle ne se transformera que si un certain nombre de choses sont posées. Les business models en font partie. La deuxième question, c'est toute la question des talents. François tout à l'heure parlait du problème de la formation. On voit nous arriver des besoins de formation massifs. Et là, la notion importante, c'est la notion de, j'ai envie de dire, at scale, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à l'échelle. Tout à l'heure, l'un des orateurs, c'est peut-être encore François, qui parlait de la croissance exponentielle. Si vous avez à former 30 personnes dans un master, on a fait justement au CRI l'année dernière, on a monté un master et voilà, et en quelques mois, le master est fait et on forme 30 étudiants. Si vous devez demain former 3000 personnes, la question est totalement différente. Qu'on arrive à se mettre dans des situations où on puisse apporter des réponses à des problèmes qui croissent très rapidement et dans lesquels le nombre devient important. Par exemple, l'initiative de l'Institut Montaigne de créer un mini-MOOC, je vais de 3 heures sur l'IA, qui s'appelle Objectif IA, avec l'objectif clair de former 1% de la population française. Ça, il nous faut beaucoup d'objectifs IA, il nous faut beaucoup de solutions qui permettent de démultiplier les efforts. Et, par ailleurs, en effet, nous associer avec les pays du monde qui partagent nos objectifs et travailler ensemble sur des plans d'action ou des feuilles de route qui puissent adresser les problèmes qu'on a vraiment. Qu'on pense à avoir identifié. Juste un petit mot, pardon, je vous coupe Véronique. Juste un petit message pour Gilles Babinet ou Joël de René. Si vous pouviez couper votre micro, ça nous permettrait de ne pas entendre les échos de ce que nous sommes en train de nous dire, mais chez vous. Merci beaucoup. Véronique, pardonnez-moi. Désolée, on n'a pas encore 100% d'habitude de visio. À distance, on n'a pas envoyé encore de commissaire politique à la chinoise ou à la russe chez nos intervenants, chez eux, pour régler les boutons et fermer les mobiles. Ça, c'est une idée à retenir, puisqu'on parle de crédit social à la chinoise ou d'autres manières de fonctionner. On reviendra tout à l'heure, peut-être, François. Je vais passer la parole maintenant à Caroline, parce qu'on a un temps qui est limité, hélas. Donc, Caroline, je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à ces questions-là justement de souveraineté numérique, évidemment, mais de liberté, de crédit social, d'infox, de manipulation des opinions politiques, que ce soit par des puissances ou par des mouvements, ça peut être des mouvements radicaux. Hein. On a beaucoup parlé des QAnon ou du documentaire Hold Up. Je crois que personne n'a échappé à ça. J'aimerais avoir ton sentiment. Alors, et tu peux réagir évidemment à ce qui a été dit aussi précédemment. Oui, je vais commencer peut-être par revenir sur la définition qu'on pourrait donner de souveraineté numérique. Puisque c'est une adaptation du terme souveraineté peut-être des nations autour des biens, des personnes et des idées.
les biens, c'est évidemment la question de l'autosuffisance technologique et d'avoir une alternative française ou européenne à toutes ces entreprises d'État que tu citais. Au niveau des personnes, c'est évidemment la cyberprotection des personnes et notamment sur le sujet des données personnelles et de la cybersurveillance. Et puis, sur les idées, c'est une forme d'autodétermination des idées pour que les... On a cité le terme aussi ce matin, que les peuples puissent exercer leur empowerment, donc leur prise de pouvoir, exercice de leur pouvoir démocratique. Donc autour de ces 3 idées, force est de constater que, aussi bien en France qu'en Europe, on voit plutôt les plans défensifs que les plans offensifs. Hein, sur le premier sujet des biens, on entend parler des lois antitrust contre Amazon. On entend peu parler, ou en tout cas avec manque de synchronisation, comme disait Gilles tout à l'heure, d'une vraie vision sur cette alternative économique aux GAFA, Batix, etc. Sur le sujet de la cyberprotection des personnes, on a évidemment la RGPD qui, elle, pour le coup, fait émerger une forme de 3e voie entre l'autoritarisme, les dictatures, la cybersurveillance chinoise et le libertarisme américain. C'est aussi parce qu'on parle beaucoup de la Chine et puis des Américains, mais la Russie est une experte en mode de désinformation. Je pense à la doctrine Gerasimov, qui est quand même un système qui explique comment désinformer à coût quasi nul pour faire la guerre digitale. Donc, on peut peut-être dire un petit mot aussi là-dessus, sur le fait que oui, c'est un des principaux opposants à l'Europe. Le 3e sujet, c'est cette autodétermination idéologique et qui, cette dernière année 2020, après les manifestations à Hong Kong, a montré une forme de militantisme 4.0, on pourrait dire, puisqu'en fait, qui mêle l'action terrain, be water, c'est-à-dire être comme l'eau, être imprévisible, être mobile, être rapide. Et cette manifestation à Hong Kong, elle se caractérise par cette action terrain conjuguée avec des outils digitaux extrêmement puissants. C'est la géolocalisation des forces de l'ordre. Ça a été aussi, pour le cas des antennes 5G, c'est par exemple la géolocalisation des antennes pour pouvoir les détruire. C'est des Google Docs sur Black Lives Matter qui servent à construire l'action, avoir des modèles de lettres pour écrire à son député, etc. Toute cette armurerie numérique, comme ils le disent eux-mêmes, les militants, elle est aujourd'hui au service de ces idéaux politiques, écologiques, éthiques, quand il s'agit effectivement de lutter contre les discriminations raciales. Mais parfois, comme tu le dis, elles sont aussi au service d'idéologies qui sont inspirées des thèses conspirationnistes. Et là, autant on peut se satisfaire que les peuples puissent exercer leur empowerment sur leurs idéaux, autant on peut douter de la légitimité du peuple à décider du traitement pour ou contre la chloroquine, pour ou contre la vaccination, quand on dérive sur des sujets scientifiques. Et en effet, derrière ces thèses idéologiques, on peut s'interroger sur le rôle de cette ingérence, en particulier russe, dans la mesure où elle organise le chaos dans nos démocraties avec des médias de réinformation que sont Sputnik, Russia Today, etc. Donc il y a 3 phénomènes. Il y a cette capacité de militantisme 4.0 qui aujourd'hui est quand même une force et une expression nouvelle de la démocratie. Deuxièmement, comment on fait quand c'est en prise avec des idéologies conspirationnistes? Et troisièmement, le sujet finalement de l'alimentation et de l'amplification de ces idéologies par l'ingérence russe. Véronique, vous êtes la présidente, vous êtes la fondatrice du Forum Changer d'air, donc j'ai envie de vous dire que si vous voulez prendre 5 minutes, tu bosses. si vous voulez 5 minutes, Je vous avez pensais 5 que c'était minutes. pas mal que Gilles, puis Françoise et Caroline disent un petit mot de conclusion. On va dire 1 minute chacun, 1 minute 30, maxi. Fantastique. François, je vous vois à l'écran, donc on vous écoute. Ouais, je pense que Merci. une chose qui est importante, c'est déjà de prendre conscience du phénomène, de se rendre compte qu'on ne doit pas être naïf. Je pense que Gilles, qui a l'expérience de l'Europe, sait comme moi que
La présence des GAFA, par exemple, est extrêmement prégnante en Europe. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on n'est pas tout seul sur cette planète à avoir ce genre d'opinion. Donc, se rapprocher des Européens, oui, se rapprocher peut-être plus largement d'autres pays, comme l'Inde, le Japon, la Corée, qui sont des pays qui ont vraiment des opinions ou des attitudes sociétales assez voisines des nôtres. Et troisième sujet complètement fondamental, c'est la formation. Il faut former massivement les enfants, certes, les adultes, les travailleurs, pour s'adapter à ce changement, parce que ce changement, il va être en effet très brutal et il ne faut pas laisser sur le chemin des milliers de personnes. Donc, moi, je dirais que la seule chose vraiment importante aujourd'hui, c'est comment on fait pour former 3000 personnes d'un coup. Voilà, Oui, c'est bête. c'est pas un petit défi. C'est très bien. Merci François. Gilles, est-ce que tu es avec nous? Oui, alors je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire à l'instant Françoise, et je ne ferai d'ailleurs que la paraphraser. Je pense que l'enjeu de la formation est plus que fondamental, et malheureusement les efforts sont, à mon sens, insuffisants à cet égard. L'autre sujet qui me semble essentiel, c'est celui qu'on a d'ailleurs largement évoqué, c'est de commencer à faire muter nos institutions de gouvernance vers celle d'un monde nouveau, c'est-à-dire casser les silos, rentrer dans des modes projets, y compris dans les enjeux de programmation politique, dans les grands enjeux. C'est-à-dire quand je vois les formations qui sont proposées dans des grandes écoles de formation à l'administration publique, pour ne pas la nommer à l'ENA, je pense qu'on est resté au XXe siècle. Et on avait parlé d'ailleurs de dissoudre cette école. Je crois que l'idée ne sera pas mise en œuvre. J'ai rien contre ces gens qui sont généralement remarquablement brillants, mais je considère qu'ils ne font pas partie du monde qui vient. Et je regrette de devoir le dire aussi brutalement. C'est nécessaire. On a besoin parfois d'affirmations un peu radicales pour comprendre ce à quoi on fait face. Je considère que, à mains égards, nos institutions sont très loin d'être entrées dans la modernité, et je crois que c'est un sujet de préoccupation premier, qui d'ailleurs se résonne dans tout un tas de domaines qui sont ceux de l'action culturelle, de la logique dont on organise notre système éducatif, de l'organisation du management dans les systèmes productifs, et de très nombreux autres. Très bien, ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas la seule, je pense, sur le retard qu'on a. Il va falloir un petit peu passer au XXIe siècle quand même. Hein. Si au plus haut sommet de l'État, on nous entend. Caroline, le mot de la fin. Oui, alors juste pour conclure sur ce sujet de la désinformation et de phénomènes complotistes, on a 3 leviers d'action, soit les émetteurs, soit les diffuseurs, soit les récepteurs. Les émetteurs de fake news, en l'occurrence, il est impératif de pouvoir construire une alternative du récit en ligne, que ce soit sur des sujets de rationnels de connaissances, par exemple la vaccination, ou que ce soit sur des sujets plus émotionnels qui vont permettre d'emporter les gens, comme a réussi à le faire Quanon. Je veux dire, c'est une belle histoire, c'est du storytelling, dans le sens où belle, oui, effectivement. C'est contestable, on est d'accord. En tout cas, c'est une histoire et c'est un mythe auquel les gens ont adhéré. Donc, la question des émetteurs. 2, la question des diffuseurs, c'est le souci des algorithmes de recommandation des plateformes, leur transparence, la capacité aussi à pouvoir arrêter la machine. Quand on voit que sur Quanon, on a eu diffusion sur YouTube sur des centaines de milliers de personnes. Et troisièmement, les récepteurs, effectivement, c'est la question de l'esprit critique. On est, je pense, retombé dans l'oralité totale. Il n'y a plus de filtre à l'information. Donc, il faut revenir à l'enseignement de la rhétorique, de la dialectique et les manipulations du langage, à savoir les sophistes. Donc, on revient à ces disciplines-là de sciences humaines qui sont plus enseignées en France depuis le début du XXe siècle. Oui, tout à fait d'accord aussi. C'est bien, je suis d'accord avec mes invités. Bon.